libéraux n'ont pas été vernis. Ils ont eu le droit à Jermaine Pennant, Jermaine Jenas et plein d'autres Anglais claqués au football. Nous, au basket, on a plutôt été bien vernis. On avait eu Shaquille O'Neal avant, puis maintenant, Jermaine O'Neal, Oh le poteau de Damas, et bien sûr, un ami j'ai envie de dire, de Eminem, originaire de Détroit, Ah, c'est ça? Chris Webber. Voilà les deux joueurs qu'on va opposer aujourd'hui. Les gars, qu'est-ce que ça évoque pour vous Ouais, ces deux voyous? j'aurais jamais dû te laisser. Et j'aurais jamais dû te laisser l'intro de ce podcast purée de patates. Tu viens mettre tes pénantes, tes alcoolos d'anglais métis, mauvais, plusieurs fois avec plusieurs enfants de plusieurs femmes différentes, avec mon Jermaine O'Neal. Non, 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 c'est incontournable. Là, Samuel, attends, on fera un épisode sur l'interminant, sur les Lakers, tout ça, enfin bref, bon, Attends, Jermaine O'Neal. j'ai pas mentionné le frère de l'idole de Vladimir, Qui? Jermaine Jackson. Oh! L'homme jaloux de Michael? Ah, il est L'homme jaloux de jaloux. Michael. Oh, jaloux. Quelle jalousie excessive en plus. Jaloux, comme un Africain. Bon. Oh, ces gens-là sont bêtes et jaloux. Alors, Jermaine O'Neal, pour moi. Non, Vlad, vas-y, commence. Parce que là, c'est une histoire d'amour. Là, on parle de deux ailiers forts, parce que là, c'est vraiment des ailiers forts à proprement dit, qui ont clairement marqué, alors je vais pas dire toutes les années 2000, mais vraiment le début des années 2000 avec notamment Jermaine O'Neal qui a eu son prime à Indiana, on reviendra un peu plus dessus par la suite, et Chris Webber qui est la tête d'affiche des Sacramento Kings des années début 2000, voilà. Exactement, Vlad. Et en plus de ça, moi, comme l'a dit Samuel, Jermaine O'Neal, c'est mon joueur préféré en NBA. Alors, c'est pas le plus fort, on le sait tous. Pas besoin de rameuter ça, hein. Ok, on aura le temps de développer pourquoi il n'a pas été le plus fort. Mais Jermaine O'Neal, moi déjà, ce que j'aime, c'est les jeunes prospects qu'on met pas un billet dessus. Et on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Il fait une très très bonne carrière high school, du côté de Eau Claire, en Caroline du Sud. Évidemment, il est issu d'une famille où le père est absent, mère célibataire. Encore une fois, il rejoint le cycle des familles afro-américaines. Mais c'est incroyable, là, le nombre de fois qu'on fait des épisodes. Même c'est fou, hein. Franchement, la communauté noire a de grands défis devant elle, hein. Ensuite, Jermaine O'Neal est très performant côté high school, du côté de high school Eau Claire, hein, en Caroline du Sud, comme je l'ai dit, et il est déjà donc prospecté par plusieurs par plus grandes facs du pays, et il ose faire, Vlad, le même saut qu'un certain Kevin Garnett une année plus tôt. Parce qu'il faut qu'on parle de ce phénomène-là. Oui, c'est clairement ça. Lors de sa saison senior donc à Eau Claire, Jermaine O'Neal, c'est juste un peu plus de 22 points, un peu plus de 12 rebonds et un peu plus de 5 blocs par match. Oh là. Donc voilà, il est automatiquement first team dans son état. Il est même champion. Oui, en plus il est, je crois, champion en effet. Ouais, et il est All-American, il est joueur de l'année et Monsieur Basketball cette année-là. Oui, c'est un très très gros prospect. Et en effet, il décide de sauter le pas directement vers la NBA parce que à côté, les résultats académiques ne sont pas bons. Il obtient même pas. Il obtient. Tu vois, tu commences. C'est incroyable. Il respirait pas l'intelligence, faut quand même le dire à nos. Non, mais toi, excuse-moi, c'est pas parce que t'es prof que. Attends une seconde. Hein. C'est toi, c'est bon, t'es prof, c'est bon, tu racontes tes conneries à tes enfants chaque jour le matin, là, tu commences à faire des dingueries. Ou je sens que cet épisode, on va rigoler. Je sens que cet épisode, on va pas être prêt. Bon, excuse-moi Vlad, je t'ai coupé la parole. Pour revenir, donc en effet, donc il saute directement le pas parce que ses résultats donc au SAT, qui est l'équivalent du bac aux États-Unis, sont juste très mauvais. Donc voilà, c'était très compliqué pour lui d'obtenir une bourse à la fois sportive et académique à la fac, donc il a décidé directement de passer pro, ce qui a été le cas au final sur la draft 96. Et quel draft, Mister Samuel. Toi, tu reviens toujours sur les drafts, et notamment la draft préférée
2000. Là, c'est un autre niveau. Là c'est un autre niveau. On en a déjà parlé 10 000 fois et on a un podcast qui sera consacré à cette draft. Il y a tous les cracks Bien sûr. que l'on connaît de notre génération qui sont dans cette draft. Donc au final, il a la 17e place. Mais quand tu vois tous les joueurs qu'il y a avant lui, c'est une place honorable. Vraiment. Il n'y a que des cracks avant lui. Donc c'est une Vraiment. très bonne place. Il arrive en NBA. Au final, c'est le plus jeune joueur à l'époque à jouer en NBA, 18 ans. Tout à fait. Donc c'est quand même quelque chose à signaler. Il joue dans ton équipe donc à Portland où il a des stats qui sont pas au début première saison si enfin c'est sympa pour un 17e choix, on se dit qu'il a un potentiel, qu'il est jeune, c'est cool, mais c'est pas la progression n'est pas aussi rapide que souhaité du côté des Jay Blazers, contrairement par exemple à Chris Webber qui lui d'entrée n'a pas le même parcours NBA, déjà même universitaire, ni même au lycée, où lui, il arrive directement avec une étiquette de star. Tiens, Chris Webber, l'ex d'une certaine Tyra Banks. Attendez, on est Team Duncast, on est là pour revenir sur les années 2000. Années 2000, c'est pas que le basket, il y a aussi le R&B, la mode, il y a aussi l'émission qui c'était aussi Miss America, un truc comme ça qui passait sur les chaînes et tout. Oh, Tyra Banks, putain, oh là là, c'est ouais. Faut pas que Nam s'écoute ce podcast. Ah là là, il va taper Tyra Banks sur Internet. Alors, nous, messieurs, on va se concentrer sur Chris Webber, qui, comme l'a dit Samuel, qui est déjà une méga star, même pratiquement toute sa carrière NBA, pendant tout son cursus basket de sa vie. Fac de Michigan, sacré dinguerie quand même, Vlad, là, ce qui s'est passé. Parce qu'on a affaire quand même à un gros monsieur qui fait quand même une belle bêtise au niveau de sa carrière universitaire. Déjà, élément majeur du fameux, du fameux Fab Five de Michigan, avec notamment Joanne Howard, Jalen Rose, King et Ray Jackson. Et c'est clairement l'une des plus grosses équipes universitaires de tous les temps. Exactement. Pour faire simple, qui malheureusement en effet sur le match de finale, c'était d'ailleurs seconde finale consécutive pour Michigan en 93. Il reste 11 secondes à jouer. Après 93, ouais. Weber qui prend la balle, qui essaie de remonter, qui se fait trapper milieu de terrain, et là il fait l'erreur, sachant qu'ils sont à -2, il fait l'erreur de demander le temps mort, alors que Michigan n'a plus de temps mort. Incroyable. Donc voilà, c'est ce qui va coûter le titre cette année-là pour Michigan, en faveur de North Carolina. Et en face, c'est du beau monde, Christian Leitner. Ah ouais, mais tout le monde, mais bien sûr. En face, t'as de gros bébés aussi. Christian Leitner, c'est Duke. Christian Leitner, c'est Duke. Par contre, Non, c'est Duke. Non, c'est Grant Hill. C'est Grant Hill que c'est. Ouais, Grant Hill, ok. Grant Hill, c'est Duke. Non, c'est Grant Hill et Christian Leitner qui sont à Duke. Bravo. Super. On s'en sort bien, messieurs. Les deux jouent à Duke, mais ils les battent l'année d'avant. C'est en 92, c'est ça exactement, avec le fameux buzzer beater de Christian Leitner. Voilà, c'est ça. Et en 93, ils perdent contre la Caroline du Nord. C'est ça, tout à fait. North Carolina. Et du coup, donc quelque chose qui va rester à mon avis à vie pour Chris Webber, et c'est même dans Inside the NBA qui est le show de TNT sur lequel ils n'arrêtent pas toujours de le gazer vis-à-vis de ça. Donc malheureusement ça fait partie on va dire de sa carrière, mais il va quand même très bien s'en sortir par la suite pour le coup. En effet, Samuel, comment tu vois Chris Webber au début de sa carrière, et même que représente ce joueur pour toi, les Lakermen là? Au départ, il est drafté en 93 en première position par Orlando. Il faut rappeler l'histoire, Orlando veut le drafter pour l'associer au Shaq, pour faire les deux Twin Towers dans la raquette. Et c'est donc Shaq qui va voir la direction et qui dit non, moi je veux Penny Hardaway. Je veux Penny. Et du coup, Chris Webber est automatiquement drafté aux Warriors, avec lequel il fera une énorme saison rookie, puisqu'il tourne à 17,5 points de moyenne, 9,1 rebonds, 3,6 passes, donc une très grosse saison de sa part, où il est directement à hauteur des espérances.
Et au final, Orlando, elle, ne regrette pas non plus parce que Penny fait une saison de malade aussi de son côté. Ah non, mais c'est un choix gagnant-gagnant. Et gagnant-gagnant des deux côtés, sauf que il restera pas longtemps aux Warriors puisque directement il s'envole pour Washington et la fabuleuse équipe des Bullets. Aïe, les Bullets. Des boulettes, même, j'ai envie de dire des boulettes. Boulettes, c'est vraiment des boulettes. Wizards, magiciens, boulettes. Washington, comment ils sont nazes, ils ont aucun flow. Et en plus, aujourd'hui, ils ont Russell Westbrook, pauvre d'eux. Non, mais en tout cas, à l'époque, Chris Webber, il faut quand même signaler qu'il s'était aussi embrouillé avec notre coach Don Nelson. Donc, il y a eu une sacrée brouille côté Warriors. Il joue avec la Sprewell en plus. Tout à fait. On en a même un épisode, un fabuleux épisode sur la culture des Warriors que je vous invite, très chers auditeurs et auditrices, à pouvoir en effet vous le procurer et l'écouter. Et Chris Webber se dirige à Washington avec de super moyennes au point. On a affaire à un joueur qui est vraiment complet, où on tourne concrètement à du 20 points, 9, 10 rebonds et à du 4 ou 5 passes, Vlad. C'est concrètement un All-Star en puissance, ce monsieur. De toute façon, il a... Allez... Ouais, à partir de la seconde saison, oui, ce sont des stats de All-Star. Après, malheureusement, il est dans une conférence qui est la conférence Est et sur laquelle, voilà, les intérieurs, on est quand même plutôt pas mal fournis. Donc, malheureusement, il n'aura pas de place avant le All-Star Game de 97. C'est incroyable quand même. Ouais. C'est fou, parce que même sur la saison 95-96, il a quasi 24 points, il est à quasiment 8 rebonds, 5 passes. Alors en plus, voilà, c'est ça en plus qui fait sa particularité, c'est que c'est un excellent passeur. Exactement. Et il a énormément d'highlights sur ses passes. C'est quelqu'un qui est capable déjà à la fois par sa technique et sa polyvalence de pouvoir déjà complètement attirer les défenses adverses et de délivrer le caviar qu'il faut pour soit le slasher ou carrément même bien ressortir pour les extérieurs. Mais après, totalement. Il a déjà des gros pépins physiques. Exact. Merci Samuel. Ouais, à se faire sentir. Mm-hmm. Ouais. Non, il joue que 15 matchs la saison 95-96. Et que 54 en 94-95 au final. Sa première saison à Washington est réussie, mais il loupe quand même presque 30 matchs. La deuxième saison, il loupe quasiment toute la saison, et c'est vraiment à partir de la troisième saison où il commence vraiment à s'imposer avec une saison complète à plus de 10 rebonds, 20 points par match, et qui va confirmer ensuite pour sa quatrième saison aussi à Washington, où il va progresser au scoring, mais un peu chuter au rebond, mais ça reste dans les mêmes dimensions. Bien sûr, mais ça va se concrétiser même en 97 à Washington par des playoffs qui auront lieu en 97. Face à MJ. Face à MJ, évidemment, qui perdront 3-0 logiquement. Une saison 96-97, encore une fois dominée par les Bulls, dont on consacrera notamment un épisode. Ça, c'est un hors-série, logique, même si c'est les Bulls. Désolé pour toi, Samuel, mais il faudra forcément en parler. T'as eu le ouais que t'as lâché? C'est quand on parle de Dennis Rodman, ça me va. Et de l'autre côté Jermaine O'Neal, on a affaire à un jeune homme au niveau de ses jeunes carrières où en effet il démarre sur le banc et il y a pas mal de personnes devant lui. C'est un joueur qui sort du lycée. Moi concrètement, les premières années où il y a eu Gio côté Portland, je commençais à apprécier cette équipe parce qu'il y a eu le transfert de Rachid Wallace aussi. Rachid Wallace qui est mon troisième larron, ou plutôt mon deuxième après Jermaine O'Neal et avant Kevin Garnett. Forcément, Portland était une équipe pour moi à observer, bien entendu avec Avrizas Sabonis. Il y avait pas mal de joueurs que j'appréciais. Mais Jermaine O'Neal, t'as dit quoi? Pippen après aussi. Pippen en 99, bien sûr. Parce que Pippen qu'on aime tous et qu'on a tous été désolés pour lui lors de cette finale de conférence 2000 et qu'on reviendra forcément dessus, Samuel, tu t'en souviens. En tout cas, Jermaine O'Neal sort clairement du banc. Très peu de confiance lui sont accordées par les coachs des Blazers, notamment Mike Dunleavy. Alors, il y a eu un match particulier que George Eddy, notre fameux George Eddy qu'on salue, qu'il avait commenté de la part des Blazers. C'était vraiment fin années 90, je crois que c'était l'année 99 face aux Sonics. On connaît la rivalité régionale qu'il existe entre les Sonics et les Blazers. Et Jermaine O'Neal était sorti du banc. Le match était au Rose Garden à l'époque, donc dans l'Oregon à Portland. Il a fait une très très belle prestation. Il est retourné sur le banc, bien entendu, jeune joueur et surtout dans la hiérarchie. Il y a devant lui Avrizas Sabonis. Il y a aussi Brian Grant, je crois qui était déjà là. Il y a aussi Gary Trent qui était aussi présent. Et bien entendu Rachid Wallace. Donc il y avait peu d'espace. Et Jermaine O'Neal avait fait une telle performance que tu avais le public du Rose Garden qui criait « We want O'Neal! We want O'Neal !» Ça m'a fait numéro 5,
Jermaine O'Neal, moi, dans ma tête, c'est dit, mais c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Eh ben, je vais continuer là-dessus, messieurs. Jermaine O'Neal, caractériellement, c'est compliqué. Un petit point à vous mentionner, c'est qu'au cours de ses années lycée, il a eu un cas d'accusation de viol envers son ex-copine. Et oui, Quand c'était tu sais qu'il compliqué. respirait pas l'intelligence. Non, mais voilà. Toi. Bon, enfin, bref, j'en parlerai pas. Non. Va te faire foutre. Voilà. Va te faire foutre. Le dérapage. Ça y est, on l'a eu. Ouais, c'était. Bon, voilà. Seigneur, pardonne-moi. La croix, c'est bon. Ensuite, il y a le deuxième point par rapport à Jermaine O'Neal, c'est qu'il évolue dans un vestiaire assez compliqué côté Blazers. Sa jeune carrière, qui va être couronnée, notamment, qui va être malheureusement couronnée par cette défaite tragique par les Jay Blazers face aux Lakers 2000. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a affaire à un vestiaire très compliqué, hein, Vlad. Pas mal de remue-ménage et de faits divers. Sugar et Hollywood. En tout cas, Jermaine O'Neal, Perry Portland va se terminer au cours de l'été 2000 avec ce transfert que Larry Bird va en effet beaucoup y investir en le transférant à l'Indiana en échange de Dale Davis. Et d'ailleurs, est-ce que pour vous c'est une bêtise que Portland ait tradé Jermaine O'Neal contre Dale Davis? Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Il voulait peut-être un vétéran, enfin quelqu'un d'un peu plus qui était un peu plus capé, on va dire, que Jermaine O'Neal. Peut-être qu'ils avaient peur que ce soit que Jermaine O'Neal en effet arrive sur ses dernières années à Portland, donc en plus il était en fin de contrat rookie. Tout à fait. Et peut-être que c'était juste, comme on dit, une contract season pour espérer en effet, on va dire, tirer un max et que derrière il ne fasse plus rien. Et Jermaine O'Neal ne progressait pas aussi. Oui, pas tant que ça. Il y avait zéro signe de progression dans ses stats, dans son jeu. Il y a même une régression au scoring. Il y a même eu une blessure aussi au genou. Il a déjà commencé à avoir les premiers pépins au genou, saison 98-99. Ça a commencé déjà à apparaître. Tu as raison, Samuel. Donc au bout de 4 saisons, le gars, il tourne en NBA à moins de 4 points par match, quoi. Donc tu te dis que peut-être que c'est pas le bon environnement pour lui et qu'il faut l'envoyer quelque part où il sera mieux encadré. Parce que peut-être que d'être avec, justement, comme tu disais, Rashid Wallace, Damon Stoudemire et toute la bande de voyous de Portland, les Jay Blazers, même si on les kiffait, quand tu as un jeune joueur qui arrive en NBA à 18 ans, c'est peut-être pas la meilleure chose qui peut t'arriver, quoi. Là, pour le coup, c'est sûr que c'est pas le meilleur environnement où tu peux atterrir à 18 piges. Là, tu peux tourner au pied rapidement. Brûlé, quoi. En tout cas, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à Jermaine O'Neal. Son prime, comme tu l'as dit, Vlad, Indiana Pacers. Allons-y, messieurs. Qu'est-ce que pour vous évoque la période Jermaine O'Neal aux Pacers? Aux Pacers, c'est 6 fois All-Star. Ah ouais, c'est quand même pas mal, quand même. Il y a un titre de MIP d'entrée. Un petit MIP d'entrée. On passe de 3,9 points à 12,9, donc pratiquement 13. C'est énorme. Et surtout, c'est une saison pratiquement double-double. Il passe de 9,3 à 9,8 rebonds et surtout 2,8 contre pour Jermaine O'Neal. Il s'affirme en effet comme étant une force dissuasive dans la peinture, ce qui compte en NBA année 2000. Et en effet, il se mouvoie bien derrière le rôle de Reggie Miller, qui est en effet toujours leader du côté d'Indiana Pacers, qui sort d'une finale NBA 2000 face aux Lakers, 4-2 pour les Lakers, bien entendu, pour chaque. Et en effet, Canal+ commence à montrer certaines images des Pacers. Alors, la saison 2000-2001, ils affrontent les Sixers au premier tour de playoff, où en effet, les Sixers vont s'en sortir 3-1. Au premier tour, les Pacers étant tête de série numéro 8. 2002, ils sont éliminés au premier tour, encore une fois, face aux Nets, 3 victoires à 2, je crois. 3 victoires à 2, notamment le match 5, avec 2 prolongations, un final exceptionnel. Beaucoup s'en souviennent de ça. Mais on a affaire à un Jermaine O'Neal qui grandit en stats, Vlad, qui s'impose comme étant une puissance à l'Est. Là, il s'impose enfin et ça passe vraiment sur une valeur sûre en termes de poste 4 en effet, sur ses débuts d'année 2000. Et en plus, déjà, rien que la bascule que tu peux avoir entre la saison 99-2000 à Portland et 2000-2001 à Indiana, c'est que sur la dernière saison de Portland, il joue 70 matchs, mais il ne starte que 8 fois. Alors qu'à Indiana, il fait 81 matchs, il en starte 80.
Donc déjà rien que là, tu sais que déjà il prend une autre stature. Et puis voilà, après il fallait quand même aussi combler ce qu'il y avait à l'intérieur parce que bon, Rick Smith c'est bien sympa, mais bon, il faut quand même un apport en plus. C'était fini. Clairement, c'est ça. Et pour le coup, il était quand même, on va dire, à bonne école. Il a quand même eu Rick Smith. C'était pas non plus n'importe qui. C'était quand même quelqu'un de sérieux et qui était capable de lui donner de très bonnes bases en termes de fondamentaux ou même en termes de lecture de jeu. Samuel, un petit regard sur le début du prime Jermaine O'Neal du côté des Pacers. Bah, clairement, j'ai envie de dire, bon, entre 2000, je dirais 2002 et 2005, c'est peut-être ce qui se fait de mieux à son poste à l'Est. Au poste 4 Ouais, à l'Est, ouais. Au poste 4. Je pense qu'en face, t'as personne d'aussi bon que lui. Parce que en général, ils sont tous à l'Ouest, que ce soit Garnett ou Duncan. Et à l'Est, c'est vraiment lui l'ailier fort dominant. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Indiana est au sommet à cette époque-là. Parce qu'en face, t'as personne qui peut lui tenir tête. Il leur marche tous dessus. Il n'y a que Détroit qui, justement, contrecarre ses plans. Parce qu'ils vont mettre Rachid Wallace dans ses pattes. Parce que avant que Rachid Wallace arrive, t'as personne non plus pour le contrer, même à Détroit. Et c'est là que Rachid Wallace rentre en piste et que ça va devenir compliqué pour eux. En 2003, tu as les Celtics qui les sortent quand même. De Paul Pierce. De Paul Pierce, d'ailleurs, une très ah bah tiens, Vlad, on va revenir là-dessus parce que tu as Paul Pierce qui affronte en un contrat à Larrington, très proche de Jermaine O'Neal jusqu'à aujourd'hui. Ils s'affrontent en un contre 1 et tu as une situation où Paul Pierce concrètement les lamine. Concrètement, ça a été très dur pour Indiana parce que ça a même causé le renvoi de Isaiah Thomas. Ton ami Samuel, tu te souviens dont même, très cher auditeur, on va faire un super entraîneur pour le coup. Pas un super entraîneur du tout. On va faire un épisode, ne vous inquiétez pas, sur Isaiah Thomas. Donc concrètement, la partie Indiana reviendra après, notamment après cette fameuse période du Palace. Côté Chris Webber, année 2000. J'avais quand même un truc à noter quand même sur cette série. Game 2, Indiana du coup gagne le match. Jermaine O'Neal pointe à 23 points, 20 rebonds. Voilà, juste pour la stat, 23 points, 20 rebonds au Game 2. Donc il finit meilleur marqueur, meilleur rebondeur du match. Au final, la série est perdue 4-2, mais il est quand même meilleur rebondeur dans tous les matchs de la série, hormis le premier. Il tourne à 19 rebonds au Game 6, 22 rebonds au Game 5, 19 rebonds au Game 4, 16 rebonds au Game 3, 20 rebonds au Game 2. C'est-à-dire qu'il ne fait pas juste des stats. Non, mais il est régulier. À 12 rebonds, c'est qu'il est proche des 20 rebonds. Mais il est régulier. Mais en moyenne, il a 17 rebonds sur les playoffs 2003. Il est à 46% de shoot, 70% de lancer franc. Le mec est présent, comme tu l'as dit d'ailleurs Samuel, il s'affirme concrètement comme étant une force à l'intérieur, à l'est. Alors après, son équipe ne suit pas. Donc il y a eu le renvoi en effet d'Isaiah Thomas que beaucoup de gens ont regretté côté Pacers. Jermaine O'Neal défendait ardemment Isaiah Thomas de ce renvoi-là. Mais Larry Bird, qui était au pouvoir, qui était donc président des opérations basket, en a décidé autrement. Côté Kings, on a un Chris Webber où il y a des frères Maloff qui s'imposent du côté des Kings et qui très rapidement le recrutent à la saison 98-99. Vlad, comment ça se passe pour toi le King pour le 1 Ah non, c'est vrai que tu ne supportes pas les Kings, excuse-moi. Non, je ne supporte pas les Kings, mais je maintiens que les Kings devaient être champions 2002. Fin de la parenthèse. Tu vas voir à la fin de l'émission, tu vas voir. On va se taper, non mais messieurs, regardez les stats de Chris Webber. Saison 98-99, il a 42 matchs, c'est vrai. Il fait 20 points, 13 rebonds. Élimination au premier tour face au Jazz d'Utah, qui sera la dernière série de playoffs pour Karl Malone et John Stockton à haut niveau. 99-2000, élimination au premier tour, il fait 24 points, 10 rebonds, le C-Web. Et la saison 2000-2001, 27 points par match, 11 rebonds, 4 passes. C'est exceptionnel de la part de C-Web. C'est ce qui va lui valoir son gros contrat derrière. Quel est ce gros contrat 127 millions sur 7 ans avec les Kings. Wow. Sur ça, en même temps, tu vois un mec tourner aussi bien que lui, qui était plus que dominant pour le coup. C'est sûr que tu mets la banque sur lui. En plus, il était quand même assez en forme physiquement, donc là, tu y vas. Après 7 ans, en effet, maintenant, ce type de contrat, ça se fait plus maintenant, parce que c'est un trop gros engagement sur la durée.
Si t'as des mecs comme des Joel Embiid, etc., qui sont capables de se casser la gueule tous les 4 matins, c'est sûr que c'est compliqué. Mais c'était un véritable pari. C'était un véritable pari de faire ça. Et malheureusement, la saison qui suit derrière, il joue seulement 54 matchs. C'est ça. Donc c'est déjà ça. à partir de là, tu sens que les genoux, ça commence à être un peu compliqué, voilà. Mais Mais il bon, est toujours performant. il est toujours très performant par contre, en effet. Il est toujours très performant, il arrive même sur il continue 24-5, 23 points. Par contre après, bon, de toute façon, là où c'était réellement, pour moi, vraiment le prime du prime, c'est entre 2001 et 2003, où là, il est juste pour moi injouable. Injouable. Bah, On est tout à fait d'accord. Injouable, sauf pour chaque. Non, mais il joue Ouais, poste. Non, mais c'est pas pareil. il a un c'est vrai qu'il 4, joue c'est poste pas- 4, c'est vrai qu'il C'est joue pas poste 4. pareil. C'est pas pareil. Divac Après, qui a pris cher surtout. C'est vrai. Bah, après, Samuel, poste 4, c'est vrai qu'à cette époque, bon, à part Duncan, c'est vrai qu'il y a personne à l'Ouest qui peut le sortir. Et je pense que s'il avait été dans une autre conférence, notamment à l'Est à cette période-là, il aurait peut-être pu faire une finale face Mais bien face sûr. aux Lakers. Mais bien Parce sûr. qu'en face, c'était quand tu vois les Philadelphie a été en finale et les Nets avec des. Moi, Kylian j'aime bien les Martin. Nets, hein, mais voilà, Kylian Martins, voilà. Et même McCulloch en pivot, enfin, voilà, bref. Non, mais Et donc arrêtez. je pense qu'il n'a pas eu de chance d'être tombé sur une très grosse équipe des Alors, Lakers sur cette période-là. Samuel, je demande ton objectivité. Franchement, par rapport à cette finale de conférence 2002, est-ce que les Kings devaient gagner? Non, Ah! Non, mais tu nies comme un homme politique. Bien Tu sûr. nies comme Jacques Chirac. C'est bien incroyable. sûr, Oh là là, le mensonge comme bien Mitterrand, sûr. les écoutes Mais téléphoniques. Chirac rien du 2002. tout. Non, mais Qui dit c'est. qu'ils auraient le game 7, ils se sont fait fouetter. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Le game Ils 7, auraient ils se dû. sont fait fouetter. Donc qui dit que même s'ils mènent Bon, pas, fouetter, ils gagnent pas c'était trop. court. Hein. Ouais, Mais C'était qui dit court. c'est de la Ouais, prolongation, ça ouais, va. c'est de la mais prolongation. qui te dit qu'on les tape pas quand même en finale 4-3, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as Voilà, raison. donc arrêtons un peu. Toujours les perdants qui cherchent des excuses, on dirait des Mourinho du basket, là. Oh là 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 Non, là là. Bon, en tout cas, dédicace à Phil Chris. Par rapport à Chris Webber, il sera extrêmement performant côté Kings et non, bien entendu, agrémenté de ce fameux titre recherché tant car les Lakers ont la main mise sur l'Ouest. Alors après, il y a cette fameuse blessure en 2003 où là où tout change par rapport à Chris Webber. Et on retrouve dans le vif du sujet. Déjà de 1, il faut savoir que côté Sacramento, il y avait Peja Stojakovic qui commençait aussi à émerger avec des stats exceptionnelles en étant deuxième option de l'équipe. Je crois qu'il a plus de 20 points par match, des statistiques incroyables pour Peja. Et il y a cette fameuse blessure en 2003 face aux Mavs, où il se rupture des ligaments croisés. Et concrètement, la série, ils allaient l'emporter. Ils allaient frapper les Mavs s'il était présent. Et je suis même prêt à le dire en 2004, si Chris Webber est en meilleure santé, je pense que les T-Wolves ne passent pas. Les T-Wolves de Kevin Garnett, là, en 2004, qui ont été excellents, qui ont fait une très très belle année avec Sam Cassell et Latrell Sprewell. En 2004, soyons clairs, si Chris Webber est en bonne santé, Jack, ça se joue à peu, 4-3, bien que KG était à son apogée. Les Kings passent, Samuel, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Il se mouille pas. Tu te en mouilles tout quand cas, t'étais Lakers pété, quand c'était Lakers. non, mais en tout cas, ça se discute. Je suis d'accord avec toi. Ça se discute. Après, 2004, Garnett est quand même énorme. Cassel est en sur-régime total avec notamment un premier match à 40 points. Je sais pas si tu te souviens. Mais il est exceptionnel. Il est même All-Star cette année. Ouais, match perdu de Minnesota contre Sacramento, mais il me semble quand même 40 points. Sprewell est hors norme aussi, il finit 2 fois meilleur scoreur. Donc je pense que même s'il y a eu Weber, au final, ça serait quand même peut-être joué en 4-3, peut-être dans l'autre sens, je suis d'accord avec toi, mais ça aurait été quand même très serré. Mais oui, en tout cas, il aurait eu clairement ça. Il aurait quand même eu discussion, mais après, il serait tombé contre les Lakers encore et Malone s'en serait occupé, mais ça, c'est un autre sujet. Ah bon? Ah bon? Bon, ça aussi, c'est encore un autre sujet. Oh là là, comment tu chauffes les mecs? Les mecs de Sacramento, on vous attend dans les commentaires. Ils vont pas trapper à la gorge. Ils sont pas prêts, les gars. Chris Webber sera tradé du côté de Philly. On sent que c'est la fin d'une histoire, côté Kings, Vlad. Comment tu vois ce transfert qui est un peu synonyme aussi de fin de carrière, un petit peu? Franchement, le transfert à Philly, je préfère même pas en parler. Pourquoi? Non, mais non, il est cuit, il est complètement cuit. Enfin, même si, en fait, les stats qu'il a à Philly, elles sont clairement pas représentatives de ce qu'il fait réellement, enfin de l'apport qu'il a. Iverson, bon voilà, ça commence aussi un peu à partir en cacahuète. Il va être transféré pas très longtemps après.
Bon, ils font quand même une campagne de playoff en 2006, si je dis pas de conneries. 2005, Mais je crois, face aux Pistons. c'est 2005. Ouais, 2005. Ouais, c'est 2005. Je me rappelle même plus. C'est pour dire tellement que c'est anecdotique pour moi. Mais ouais, bon, déjà il sort de blessure. Bon, c'est non, moi non 2000 entre 2004 et 2006, ouais, pour moi c'est purement anecdotique en fait. Il tombe sur le champion en titre avec les Sixers quand même. Il tombe sur les Pistons. Bon, voilà. 4-1, non, mais ça fait chier. Oui, 4-1, c'est ça, mais ça me fait chier. 4-1. Ça fait Il est chier de voir il est tout seul face aux deux Twin Towers. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas. Oui, c'est sûr. Mais bon, pas- après la Moi, je le situation à défends, là. Philadelphie, n'était pas au beau fixe non plus. Pourquoi Il y avait pas mal de choses qui se passaient en interne. De toute façon, Iverson, il était déjà sur la sellette sur la sellette entre guillemets depuis un petit bout de temps. Derrière, même au niveau coaching, voilà, c'est ça y est, j'ai perdu son nom au coach Jim de O'Brien, l'époque. ça Pas Jim O'Brien, comme ça. Ouais, voilà, donc c'est pas la folie. Parce que si tu Non, veux, si je voulais, j'ai les stats qu'il a sur les playoffs Weber. Non, il est pas mal, Samuel, hein, sur Samuel, le match. tu peux pas. ouais, tu peux mais pas c'est dire ce que ça. je te dis, c'est pas peux pas dire ça. représentatif. Tu peux pas dire ça. Tu sens même, moi je me souviens très bien des games de Chris Webber. Il a une touche technique exceptionnelle, c'est-à-dire quelle que soit sa condition physique, il va répondre présent. Par contre, tu sens que dans le démarrage, dans l'aspect du combat et notamment en défense, C'est ça, il est ridicule. Je dis en Il est face, ridicule en défense. En face, c'était pas n'importe qui en face quand même. C'est Détroit, c'est le champion non, mais ça, c'est la série c'est playoff Ben Wallace, 2005. c'est Rachid Wallace. Non, mais ça, c'est Il tombe sur des monstres, il met quand même ses points et tout. Au rebond, il se fait complètement bouffer, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, il est avec Samuel D'Alembert qui d'ailleurs s'en sort plutôt pas mal au rebond, lui, contrairement aux autres. C'est vrai. Mais il s'est battu. Il Samuel tombe D'Alembert, c'est un sur. très bon reporter. Ouais, Non, mais il s'est bon battu. C'était pas comme ça au début pour Samuel. C'était pas comme ça. C'est quelque chose, Ouais, les Pistons à l'époque, il faut le rappeler. J'ai pas envie de lui taper dessus. C'est sûr il n'est pas à son prime, mais en face, c'est pas n'importe qui. Mais à côté, après Philadelphie, en termes de profondeur, il n'y a rien. À part un 5 de départ qui est plutôt correct. Après le reste, il y a André rien. Iguodala, Kyle Korver, aussi qu'il a dans leurs jeunes années. Samuel D'Alembert reposte le 5, en effet. Mais côté bon, quoi. T'as John Salmon, c'est ça? T'as John Salmon, t'as Kevin Ollie, c'est très difficile. Mais moi, ce qui est frustrant, c'est même les saisons qui vont suivre après. Son départ, en effet, à Détroit pour remplacer Ben Wallace sur le poste 5. J'ai envie Non, mais concrètement, supporter de Détroit, il faudra clairement que vous puissiez nous exprimer pourquoi John Dumars a validé l'arrivée de Chris Webber au poste 5. Alors, les Pistons vont quand même aller en finale de conférence Est. Et quelle finale, Vlad? Je te laisse conclure par rapport à C-Web sur sa dernière partition en playoff. Concrètement, il arrive à Détroit, donc sa franchise de maison, c'est parce qu'il est du Michigan. Il vient pour gagner le titre. Et Détroit, en effet, est concrètement un bon choix pour lui, objectivement parlant, pour gagner un titre. Mais concrètement, physiquement, il n'arrive plus. Il n'y arrive plus. Alors après, je pense que c'était une très bonne idée de le mettre en 5 de le mettre en 5, oui, parce qu'il a plus la mobilité qu'il avait avant. Et après, bon, on commence. Alors, je dis bien vraiment, on est vraiment sur les balbutiements. On va dire un peu des 5 qui sont, on va dire, un petit peu plus légers, qui arrivent à être un petit peu plus fuyants. Et c'était peut-être quelque chose, en effet, que pouvait apporter Weber par rapport à Ben Wallace, pour le coup. Et bon, c'est vrai. Après, en effet, il commence à il y a avoir... encore, Il avait quelques restes, mais c'était pas... Game 6, il plante 20 points, c'est trop bon, ce match-là, cette série. Mais après, LeBron est trop fort. Vraiment. C'est surtout ça que je voulais t'entendre dire. C'est ça que je voulais t'entendre dire. De toute façon, et encore, en plus, Détroit mène 2-0 au début de la série. Mais LeBron, il take over complètement la série. Alors, le match 5, j'en parle même pas. C'est ça, c'est le Game 5, parce que je regardais le Game 5. Il met quand même Chris Webber 20 points, 7 rebonds. L'équipe perd de 2 points, mais t'as LeBron James qui met 48 points, 9 rebonds, 7 assists. Tu vas faire quoi? Quand t'as le mec qui met sur les 30 derniers points les 29 derniers points, dont les 25. Non, il met 29 des 30 derniers points, dont les 25 derniers. C'est bon. Non, mais non, concrètement, c'est la série LeBron James. Et Chris Webber va s'en sortir, va être forcément en défaite pour cette série-là. Et concrètement, ce sera sa dernière partition, sa dernière grande bataille en playoff. Il va finir sa carrière concrètement sur les rotules aux Warriors. Il retourne dans sa toute première franchise. À la maison mère. Il fera 9 matchs en effet à la maison mère pour enfin clôturer l'affaire. Côté Gio, on sent que la tournure arrive
on va dire, à la saison 2004-2005. Alors, quand même à préciser, on en garde même un épisode que, très cher auditeur, je vous réserve sur la finale de conférence S 2004, où cette saison-là, Jermaine O'Neal finit 3e MVP, Vlad. C'est quand même pas mal pour Gio. Oui, tout à fait. Non, il termine 3e MVP. Le premier, donc, c'est Garnett qui a le titre. C'est qui déjà qui est deuxième pour C'est le Tim coup Duncan. C'est Tim Duncan qui est deuxième. Ouais. Forcément. Et non, Jermaine O'Neal, c'est simple, il est au sommet de son art en 2003-2004, quasiment, même s'il a très bien commencé la saison 2004-2005, mais après il est arrivé Malissade de Palace, et je tiens quand même à faire une très grosse mention à son Superman Punch. Non mais, la droite qu'il a mis. Mais il y avait une émission Tony Parker Show le lundi soir, tu te souviens, Samuel? Ouais, sur RMC. Tony Parker, il a parlé au moins 10 minutes de la droite de Jermaine O'Neal. Mais il a mis une droite, frère. Jermaine, il a mis une droite. Il est parti la chercher loin. Mais il a pris, et bim, frère. Mais comment c'est encore plus kiffé sur lui? En plus, mais regardez, très cher internaute, très cher auditeur, on vient de Cité, on vient de Nanterre, on a grandi en banlieue et on voit des trucs comme ça à la télé quand on a 16 ans. Mais attendez, mais comment voulez-vous qu'on ne soit pas excité? Oh là là, mais Indiana, c'est un bête de truc. Mais après, oh là là, dans les vestiaires, ils ont cru qu'ils allaient garder leur boulot. C'était Ron Artest qui a osé poser la question. En tout cas, Jermaine O'Neal va s'en sortir avec 30 matchs de suspension, qui sera même réduit à une vingtaine de croix. Je crois que c'était 15 ou... C'est réduit à 25. C'est réduit à 25 matchs. Petit hommage quand même. Petit hommage à Rafik une nouvelle fois. 55 points contre les Bucks, son record en carrière. Merci Samuel, merci. Record en carrière. Record en carrière de Jermaine O'Neal. Non mais franchement les gars, qui n'a pas performé à Milwaukee? Faut dire qui n'a pas performé à Milwaukee. Non mais il le mérite. Quand ils voient la biche là, ils disent allez, il le mérite. Non mais concrètement, il le mérite. Milwaukee est un état ségrégationniste. Il mérite d'avoir des baffes de la part de la communauté noire. Voilà, c'est tout. Ensuite, saison 2004-2005, il est également bon. Ils perdent encore une fois en playoff, mais on sent qu'il y a une cassure côté Indiana. Larry Bird. On sent qu'il y a une cassure et concrètement, ça fait mal à tout le vestiaire des Pacers. T'as Jermaine O'Neal qui a dit ne me parlez plus jamais de Ron Artest. Je ne veux plus en entendre parler. C'est pour vous dire à tel point que c'était très compliqué dans le vestiaire. Donc, Ron Artest sera envoyé aux Kings. P.A. Stojakovic va arriver, mais on sent que côté Indy, ça marche plus. Et surtout Jermaine O'Neal, mais les blessures reviennent, Samuel. Ça je pense que c'est l'hygiène de vie. Bon. Je pense que ça a bossé un peu moins. La coupure qu'il y a eu aussi, peut-être que les 15 jours, il n'en a pas profité pour se mettre. Même s'il a bien fini la saison, je pense que c'est en fait cette demi-finale de conf qu'ils perdent contre les Pistons, ça leur a mis un coup et au final, ils s'en relèveront pas et puis ces stats vont commencer à chuter. Vraiment. Et il va être envoyé aux Raptors, normalement, aux Raptors. Donc, une équipe qui. Pour les plus jeunes d'entre nous en 2008-2009, c'est pas l'équipe qui est championne avec Kawhi Leonard et c'est pas l'équipe de DeRozan non plus. C'est une équipe en 2008-2009 avec Andrea Bargnani en franchise player. Non, c'est Chris Bosh, s'il te plaît. Chris Bosh. Chris Bosh, c'est vrai. Chris Bosh, le franchise player. Qui va être trade un an plus tard avec Jermaine O'Neal d'ailleurs au Heat. Alors, ce sera différent, ce sera particulier. Ou avant, il va avant. Non, Jermaine O'Neal fait un an aux Raptors été 2008, ok. Ouais. Il jouera au poste de pivot, donc il retrouvera le poste de pivot qu'il avait retrouvé au Portland en sortant du banc du côté des Blazers. Mais par contre, il y a un truc qui est marquant, c'est que Jermaine O'Neal, on sent qu'il n'est plus à 100%. Même quand il court, il met même des genouillères. Moi, je le vois dans ses déplacements, c'est plus pareil. Et ça me fait mal personnellement pour moi, parce que j'étais parti au State hiver 2005 avec ma sœur. J'étais allé malgré les buts de moyenne. Non, mais non, Daron, il était vraiment au bord de couper le billet. Mais il m'envoie quand même et j'achète la maillot de Jermaine O'Neal, Indiana Pacers. Ma soeur me dit, mais qu'est-ce que tu fais encore avec tes trucs? Mais je fais, non, mais c'est Jermaine O'Neal, tu te rends pas compte, en plus je porte un baggy. Elle m'a dit, mais tu es inutile. Elle m'a dit, tu es inutile.
qui sert à rien. Non, mais vraiment. Et en plus, à ma grande frustration, les Pacers ne sont plus performants. Il sera tradé aux Raptors. On a vu ce que ça a donné. Et Jermaine O'Neal ne fait plus une seule saison à plus de 70 matchs. Moi, personnellement, ça me fait mal pour moi de voir mon Gio comme ça. Alors, il sera toujours performant au contre, parce qu'il sera des moyennes de 2 contre en moyenne par match, qui est quand même Meilleur contreur de exceptionnel. l'histoire des Pacers. Hein. Ah ben, merci du détail, même si je pense que Miles Turner va, à mon avis, le rattraper, et je le souhaite. Mais concrètement, le départ au hit, c'est une bouée de sauvetage, hein, Vlad. Hein. Ah, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Le hit, c'est les débuts, si je dis pas de bêtises, c'est les tout débuts de Spoelstra. Ouais. Et en fait, oui, il trouve un second souffle. Moi, j'avais beaucoup aimé son petit passage. Ça a été quoi, un passage à peu près d'1 an et demi sur Miami, ça. ouais, c'est ça à peu près. Tout à fait. Et il était bien dans son rôle. Il avait un poste de pivot pour le coup, C'est ça. mais je sais pas, ça allait très bien. Et puis bon, après, il a évité quand même les pépins physiques aussi sur la pige ennemie qu'il a faite. Mais ça lui allait pas mal. Bon, après, ça va me faire mal de dire ça, mais bon, c'est lui qui est au début de l'action, c'est lui qui contre LeBron James avant le poster de Dwayne Wade sur Varejao. Faut quand même le dire. Mais il a pas compris un truc, le con, c'est qu'il est parti aux Celtics quand les Heat vont gagner et il était au Heat quand les Celtics jouaient le titre. J'avoue, en termes de timing, Messieurs, attendez, j'aimerais rectifier le tir. Je suis Jermaine O'Neal, je suis quand même bien placé pour en parler. Pat Riley lui a dit, après des playoffs 2010 catastrophiques du côté du Heat, de la part de Jermaine O'Neal, lui a dit, la masse salariale, le salaire que tu veux, je ne te le donnerai pas. C'est pas possible. Et tu n'es pas la priorité. Il y avait d'autres équipes qui tapaient à la porte. Les Celtics sont venus le voir, l'a recruter pour sortir du banc. Et c'est ce qui s'est passé. Et son choix à Boston est tout à fait louable. Attends, quant à LeBron James, de toute manière, on reviendra on fera l'épisode là-dessus. C'est logique, notamment par rapport à l'arrivée et surtout à la maniabilité de Pat Riley. Il faudra qu'on revienne dessus. T'as LeBron James qui arrive, Dwayne Wade qui re-signe et Chris Bosh. Attends, tu t'appelles Jermaine O'Neal, t'es quand même un nom en NBA, je crois que t'es 7 fois All-Star ou 6 fois All-Star, je crois qu'il sort d'un contrat à 126 millions de dollars sur 7 ans qu'il a signé au Pacers, à côté de Gio. Donc c'est compréhensible que d'autres équipes tapent à ta porte et que tu n'attendes pas le hit au bout de 3 semaines. Non, t'as des mecs qui viennent début juillet pour ta part, et Boston est venu, et on a vu ce que ça a donné. Voilà, ils sortaient du banc, et concrètement, ça a été très difficile. Ça a été vraiment difficile. La fin de carrière de Gio est vraiment compliquée. Tu souffres avec lui quand il joue. Ah, mais non, mais frère, non, mais malheureusement à dire, c'est vrai. Moi, j'ai bien aimé son combat. Déjà, il faisait beaucoup de fautes. Il faisait trop de fautes en fin de carrière. Alors, il part de Boston. Il va aux Suns. Alors, les Suns, vous vous souvenez de la réputation qu'ils avaient de prendre des vieux mecs et de les remettre à jour avec leur médecin et leur préparation physique exceptionnelle. Ça n'a pas marché. Hein. Avec les deux O'Neal, ça n'a pas marché d'ailleurs. Ah non, mais justement. Il n'a pas été dégueu. Hein. Ah non, mais ça m'a été sévère. Hein. C'est vrai qu'il a été mieux qu'au Celtics. C'est vrai. Ouais, tu regardes les points, il a 8 points, 5 rebonds en 18 minutes par match. C'est intéressant quand tu sors du banc et que tu fais une chose pareille. Après, il a quand même plus de temps de jeu. Exactement, il a 18 dans minutes. Dans une équipe qui n'est pas très performante. Voilà. Donc, voilà, qui n'est pas favorite au titre, mais bon, c'est un brin de santé pour lui. Un mot de la fin par rapport à Jermaine O'Neal, messieurs. Il finit aux Warriors. Il finit aux Warriors comme C-Web, comme quoi on les a pas comparés pour rien, les deux. Et malheureusement, à une année près, il aurait pu avoir un titre. Ouais, c'est vrai, mais il était cuit. Comme quoi, encore le timing. Ouais, mais il était cuit. C'est fou. Il était vraiment cuit. Ouais, franchement, une carrière NBA, c'est très difficile. Messieurs, quel serait le mot de la fin pour conclure ce podcast? Le préféré des deux pour vous, déjà. Moi, c'est pas une question à poser. Moi non plus, c'est pas une question à poser. Pardon. Ah oui? Ah oui, mais moi c'est C-Web. C-Web, moi c'était quand j'étais gamin. Tu vas te calmer, oui. Mais non, moi C-Web c'était mon 4 préféré quand j'étais gamin, donc moi je suis obligé de dire C-Web. Très bien, Samuel. Moi, Jermaine O'Neal déjà parce que il avait un petit côté 13 bandeaux de bandeur que j'appréciais beaucoup. Ouais. En plus, il est originaire de Caroline du Sud. On a le même point commun en termes d'origine. Donc, côté bandeur 3.0. Ah, mais jusqu'au bout. Pour bander jusqu'au bout, histoire d'enfoncer le truc, il s'appelait O'Neal comme Shaq. Donc, merci Samuel. Le trio de bandaison extrême. Donc, Jermaine O'Neal pour moi.
Et la fameuse légende comme quoi c'était soit le frère, soit un cousin de Shaquille O'Neal. Ah, mais Et il en a plus, passé. et en plus, il faisait la bagarre. Ah, mais Il y avait tous les trucs du bandeur. En fait, c'est Banderman. Il avait le costume du bandeur, il arrivait. C'est un peu un héros des bandeurs. C'est incroyable, Jermaine Mais O'Neal. en tout cas, Jermaine O'Neal a toujours eu un certain caractère sur le terrain, hein, malgré un certain niveau d'intelligence que les observateurs vont décréter chez lui, hein, en termes d'analyse de jeu et des sujets de la vie. Il a été père très très jeune. Et le mot de la fin, je dirais, Kevin Garnett a mentionné en fin de carrière quels étaient les intérieurs qui lui ont causé le plus de défis en 1 contre 1. Il a mentionné Tim Duncan en première place, bien entendu, Rashid Wallace, et il terminera par Chris Webber et Jermaine O'Neal.